Bienvenue sur ITV et bienvenue à Questions Directes. Tout d'abord, nous vous souhaitons une excellente année 2022, une année de paix et de prospérité. Nous sommes aujourd'hui avec Sali Alassane Thiam. Sali Alassane Thiam est le président de l'ONG Afrique Patrimoine, une ONG qui travaille un peu partout en Afrique pour la sauvegarde des patrimoines africains. Il vient de remporter le prix du African Young Leaders. C'est le trophée de African Awards Talents Awards qui s'est déroulé à Abidjan le 19 décembre dernier. C'est 54 personnes qui étaient en compétition dans différents domaines. Il a eu ce prix. Comment vous l'appréciez, ce prix? Déjà, bonjour Alassane, merci pour cette invitation. Donc, je rappelle que vous êtes le premier à m'interviewer depuis mon arrivée au Sénégal. Je souhaite aussi une agréable année 2022 à nos compatriotes sénégalais, que cette année soit une année de réussite, de paix et de prospérité dans ce pays. Ce trophée, c'est tout simplement une marque de considération du travail qu'on fait dans le cadre de notre ONG. Aujourd'hui, je suis certes la personne la plus visible, mais il y a des jeunes hommes et des femmes africains qui travaillent pour la promotion et l'idée de donner un élan culturel international à notre continent. Voilà. Pourquoi une ONG Africa Patrimoine? Pour dire quoi? Une ONG Afrique Patrimoine qui est vraiment, dans le cadre scientifique, le centre de recherche et de promotion pour la sauvegarde des sites et monuments historiques en Afrique. C'est beaucoup plus large. Alors, cette ONG travaille aujourd'hui sur deux grands sujets. Pourquoi ces deux grands sujets? Parce que ce sont aujourd'hui ces deux grands sujets, ces deux grandes problématiques, une fois qu'on a trouvé des solutions là-dessus, qu'on peut permettre à l'Afrique de se réapproprier sa dignité. Quand je parle de réappropriation de la dignité, c'est tout simplement permettre aujourd'hui à l'Afrique d'atteindre un équilibre sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette fameuse liste, on a entendu il y a quelques semaines, notre fameux Tchéboujen a été inscrit dans le cadre du patrimoine immatériel, je considère, parce que le patrimoine immatériel est régi par la Convention de 2004 de l'UNESCO. Il y a ce qu'on appelle aussi la Convention de 72, cette convention, aujourd'hui, protège vraiment, d'une manière générale, les patrimoines matériels. Donc ces patrimoines matériels, aujourd'hui, on en a une profusion en Afrique. Et si on regarde le pourcentage que l'Afrique occupe sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est aberrant, c'est insidieux. Aujourd'hui, on est à 9%. Je vais donner quelques chiffres pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir le suivre. Sur 1154 patrimoines qui sont classés à l'UNESCO, l'Afrique n'en compte que 106 patrimoines. Ce qui nous fait aujourd'hui un taux de 9%, comme je l'ai dit tantôt. Donc, une nécessité de créer un espace d'échange africain pour trouver une solution à cette problématique. Je rappelle que ce sujet-là, une fois que les pays africains auront pris le dessin de leur patrimoine en main, qu'ils acceptent de se concerter pour créer un lien, un fil conducteur entre l'essence de notre patrimoine et l'aspect économique et création d'emplois, c'est très important. Parce que, Alassane, je vais vous dire, aujourd'hui, les pays qui en ont le plus aujourd'hui dans le monde, on va prendre quelques exemples. Le pays qui en a le plus en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a 10 patrimoines classés à l'UNESCO. L'Afrique du Sud fait 10 fois l'Italie en termes géographiques. L'Italie en a 58. 58 patrimoines à l'Italie. L'Afrique du Sud en a 10. Le deuxième pays, c'est l'Égypte ou le Sénégal. Le Sénégal en a 7. Maintenant, moi, aujourd'hui, en tant que président de notre ONG non gouvernementale, qui est membre du Conseil économique et social des Nations Unies, qu'est-ce qu'on propose? Ce que l'on veut, c'est mettre en place un espace d'échange entre les États africains pour qu'ils puissent réfléchir et voir comment développer leur tourisme. Tous les pays africains aujourd'hui parlent de comment booster leur tourisme, mais il n'y a rien de tel que le patrimoine pour parler de tourisme. On a inauguré, je pense, hier notre nouvel avion Airbus qu'on a appelé Nyokolokoba, qui est un des sites qui est dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du Sénégal. C'est très très important qu'on puisse travailler afin de diligenter ce sujet et de mettre une certaine pression à l'UNESCO, qu'ils puissent comprendre que certes on a des patrimoines qui sont là, mais il faudrait à nous de faire ce travail-là, de diligenter l'affaire. Et sur ce sujet, pour le faire, c'est important que j'explique à nos téléspectateurs, c'est pas compliqué. Pour qu'un patrimoine puisse être classé à l'UNESCO, il faudrait prouver à l'UNESCO deux choses. La première chose, c'est identifier le patrimoine et montrer l'unicité de ce patrimoine. De dire,
En quoi ce patrimoine il est unique? Il a été témoin de l'histoire, il a assisté à plusieurs périodes de notre histoire, il a été vraiment contributeur d'une certaine partie de notre histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il suffit tout simplement de prouver qu'on est capable de protéger, de soumettre un plan de protection juridique à l'UNESCO. Donc dire aux pays africains, vous n'êtes pas assez outillés, vous n'êtes pas assez intelligents quand même, c'est assez fort café au XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a des jeunes Africains comme moi, des vieux, et puis nos aînés. Je rappelle qu'Amadou Mokhtar-Mbow, à l'époque, avait fait un discours mémorable à l'UNESCO où il disait qu'il souhaiterait un équilibre entre le patrimoine, entre le Nord et le Sud. Donc ça, nous, on est dans cette phase-là. Peut être indispensable pour l'Afrique, sur le plan économique, par exemple. Sur le plan économique, on va partir sur deux choses. Je vais d'abord aussi revenir sur le deuxième sujet que porte notre ONG à l'international, qui est la restitution des objets culturels qui sont aujourd'hui dans les musées européens. Revenons sur la question du patrimoine. Alors, sur la question du patrimoine, je vais essayer de donner des exemples très très simples. Aujourd'hui, quand on regarde Paris, on regarde les grandes villes de ce monde, mais ils ont des patrimoines qui sont classés au niveau mondial. Et je rappelle que cette liste-là, c'est le Graal des sauts de visibilité touristique. Plus un pays a de patrimoine, plus ce pays-là aura de tourisme. Et on en sait tous que les pays qui ont plus de tourisme ont une économie beaucoup plus forte, ont vraiment des jeunes beaucoup plus expérimentés. Mais je rappelle qu'aussi sur ce sujet-là, on ne peut pas se détourner de l'éducation si on veut être au rendez-vous du destin. Aujourd'hui, tout est question d'éducation, tout est question de culture. On ne peut pas s'ouvrir au monde tant qu'on ne connaît pas notre patrimoine, tant qu'on ne met pas en valeur notre patrimoine. Feu Ibader le rappelait, qu'il est important qu'on puisse faire l'effort de comprendre notre histoire. Qui parle d'histoire, parle de patrimoine, parle d'ADN de nos États. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on nous propose, c'est ce qu'on veut mettre en place. L'aspect économique, c'est ça. Donc plus de tourisme, plus d'économie, plus de création d'emplois, plus d'éveil de conscience. Donc, mais pour cela, il faut répertorier tout le patrimoine, il faut un travail de terrain qui doit être fait. Ah oui, clairement. Mais ça, personne ne le fera à notre place. Ce travail-là, ni l'UNESCO, ni les autres États, nos partenaires financiers, ne pourront le faire à notre place. Nous, qu'est-ce qu'on propose? Avant de revenir sur le deuxième pan de ce projet sur lequel on travaille, on a proposé au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO, peut-être qu'on aura le temps de revenir sur quels sont les présidents, quels sont les chefs d'État avec qui on a réussi à discuter sur ce sujet-là, on a proposé aux Nations Unies et à l'UNESCO un plan stratégique quinquennal. Donc dans ce plan quinquennal, il est important et il est nécessaire de mettre en place un forum du patrimoine africain, qui sera une première, qui sera à l'aune du Festival mondial des Arts Nègres, qui était la première action politico-culturelle du feu président Léopold Sédar Senghor. De quoi s'agit-il? Alors, dans ce forum, on a jugé nécessaire de créer un espace d'échange africain, où on va parler chaque année, qui sera un forum itinérant d'ailleurs. Donc ce forum itinérant, l'objectif c'est que les pays africains puissent se regrouper dans le cadre de la culture. Là, personne ne dira que c'est moi qui l'organise ou c'est l'autre. Il suffit que la première édition se passe dans un pays, que les pays puissent être d'accord, et ainsi de suite, tous les 54 pays États de l'Union africaine auront la chance d'organiser ce forum du patrimoine africain. Et on va aussi assister à un changement de paradigme. Parce que dans ce forum, il sera nécessaire tous les ans que les pays africains et européens concernés sur la question de la culture de se concerter en Afrique, de se voir, et plus on va communiquer, plus on va trouver des solutions sur les différents aspects. Il y a aussi un effet de levier sur l'aspect de la culture. On va certes se rassembler pour parler de culture, mais ça sera un grand rendez-vous qui sera une première en Afrique, où les grands chefs d'entreprise qui seront en Afrique seront appelés à s'intégrer en Afrique. Ils sont là en Afrique dans le cadre du capitalisme, mais on leur dira, OK, aujourd'hui on a un très grand forum, il est très très important que vous veniez, que vous assistiez. Ça sera l'occasion pour eux d'ailleurs de rencontrer les différents chefs d'État qui sont là et qui parlent d'hommes d'affaires, parlent effectivement de recherche de marché, de rentrer dans les commandes publiques. Au même moment, ça pose la question du patrimoine africain qui n'est pas en Afrique, qui se pollue, qui sont dans des musées européens ou américains. Très très belle transition. C'est exactement le deuxième sujet de notre ONG. Aujourd'hui, quand on a regardé la culture africaine dans sa globalité, quand on mettait en place ce plan stratégique, on a vu que cet aspect des objets culturels qui sont aujourd'hui mal placés en Europe, il faudrait que ces objets reviennent en Afrique. Mais dans quelles conditions? S'ils reviennent, quel rôle joueront-ils dans notre société? Ça, c'est des questions très importantes qu'on ne peut pas d'un jour au lendemain vouloir réclamer ces objets sans pour autant savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Il y a une étude sociologique à faire pour que la population africaine puisse comprendre quel est le rôle de ces objets s'ils reviennent, quelle est l'importance. Il y a des pays qui ne pratiquent plus l'animisme, etc., qui ne croient plus aux objets. Mais dans ces pays-là, ces objets doivent jouer peut-être le rôle d'études universitaires dans nos laboratoires, qu'ils puissent être exposés dans nos musées. Maintenant, on a proposé aussi dans ce forum du patrimoine africain, son deuxième objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un commun accord.
un commun accord entre les États européens et les États africains dans le cadre d'une convention du patrimoine africain. Ça, c'est une nouvelle invention de notre ONG qu'on a décidé d'aller sensibiliser. Je fais des plaidoyers un peu partout dans le monde avec nos équipes pour en parler, pour sensibiliser. Parce que je rappelle qu'on ne peut absolument rien faire à l'orée de ce 21e siècle que dans le cadre du soft power. On ne peut plus insulter nos partenaires financiers et techniques. Ils peuvent plus. L'Europe ne peut pas se développer sans l'Afrique. Dans le même cadre, l'Afrique ne peut pas y aller sans l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusion en Afrique, il n'y a plus d'exclusivité. L'Afrique n'appartient à personne. Aujourd'hui, nous, jeunesse africaine, on croit en nos dirigeants, mais on est obligé de travailler avec eux. Eux aussi, il faudrait qu'ils comprennent qu'il est tout à fait important de tendre la main à cette jeunesse qui a envie de faire bouger les choses, qui se sacrifie. Cette jeunesse on parle de fuite de mémoire ou de fuite de cerveau. Maintenant, on voit de plus en plus des jeunesses rentrer. Et j'en suis l'exemple. J'ai fait une bonne partie de ma carrière dans les multinationales européennes. Et j'ai décidé de rentrer en Afrique pour faire avancer les choses. Les choses ne se feront pas en 2-3 ans. Vous parlez tantôt de soft power qui est très important. On sait que la culture est un vecteur essentiel de soft power. Ce qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, c'est le digital, où l'Internet permet aujourd'hui aux pays européens de continuer à avoir cette mainmise, ce soft power en Afrique. Quel est le contenu que les Africains vont mettre sur Internet justement pour jouer l'équilibre? Bon, il y a différentes choses. L'idée, ce n'est pas de concurrencer, parce que je pense que l'Europe a son itinéraire à prendre, ils prennent leur itinéraire, et chacun a son fuseau horaire. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on puisse se rassembler, régler ensemble nos problèmes. La solution ne peut être qu'endogène. Il n'y a que nous qui pouvons trouver nos propres solutions, et il faudrait qu'on se base sur notre culture, il faudrait qu'on investisse dans l'éducation. Qui parle d'éducation parle de culture. Si on ne connaît pas notre culture, on ne peut pas se développer. Pour revenir sur ce sujet de restitution, qui est un aspect très important de l'éducation et qui peut aussi comporter cet aspect de numérique, là, par exemple, on discute avec les chefs d'État européens pour pouvoir restituer ces objets. Mais il faudrait qu'on puisse les engager dans une convention, dans un commun accord, où là, on va sortir des sentiers battus. L'exemple du président Emmanuel Macron, en 2017 à Ouagadougou, il avait pris l'engagement de vouloir restituer les objets. Bon, on en a eu 26 quand même au Bénin et au Sénégal et prochainement en Côte d'Ivoire. C'était une promesse, mais qui n'était pas écrite, qui n'était pas figée. Maintenant, si les pays africains les appellent, tiens, venez nous voir. Chaque année, on vous invite à venir en Afrique. On ne vous impose absolument rien du tout. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir, de mettre en place un débat des idées. Et quand ils accepteront de relever ce défi, de montrer aux pays africains, on croit en vous, il y a un partenariat win-win qu'on peut mettre en place, c'est là que vont changer les choses. S'ils acceptent de nous suivre dans le débat des idées, là, on va changer les choses, mais petit à petit. Là, on a commencé avec le Sénégal. J'ai d'ailleurs assisté à la cérémonie où j'étais invité par l'Élysée pour participer à la restitution de 26 objets culturels du Bénin. Mais là, je dis, il faut être sur le chemin pour y arriver. Il y en a qui me disent, c'est très peu. Je suis d'accord. On parle de 90 000 objets en France sur 27 qui sont restitués en Afrique de l'Ouest. Mais par contre, il faut qu'on continue à collaborer. Je ne suis pas d'avis du Sénat français qui disent faudrait qu'on mette en place un colloque ou bien un comité où on va étudier cas par cas les restitutions. Si on accepte ou on attend que les Européens eux-mêmes mettent en place des comités pour étudier dans quel cadre ils vont restituer ces objets, mais je vous assure, dans 1000 ans encore, on n'en sera pas encore sorti de l'auberge. Maintenant, c'est à nous de prendre le destin de notre patrimoine, c'est à nous de les inviter sans pour autant les exiger, sans les bousculer, qu'on puisse travailler. Il y a déjà des relations. Est-ce que ce travail est déjà fait en Afrique pour aujourd'hui mettre en place un cadre dans ce sens? C'est ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il n'existe pas encore un sommet ou un forum du patrimoine africain où les États africains vont se consacrer, certes pour la culture, et eux-mêmes qu'ils puissent se retrouver, qu'ils se retrouvent officiellement, parce qu'il est extrêmement important qu'il y ait une volonté politique dans ce travail-là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'Allemagne par exemple a signé en septembre une convention avec le Nigeria pour restituer les bronzes du Bénin, qui ne sont pas n'importe quel objet, qui sont des objets qui sont assez représentatifs dans notre culture, dans notre patrimoine. Donc, quand ils ont décidé de restituer, mais depuis 40 ans, le Nigeria demande des restitutions. Il a suffi que le discours d'Emmanuel Macron fasse écho en Europe et que les autres pays essaient d'emboîter le pas. Donc, à nous d'anticiper, il faut battre le fer quand il est chaud. Il faudrait qu'on puisse dès maintenant en profiter. Il y a une certaine constellation assez importante à remarquer. En janvier, la semaine prochaine, le président Emmanuel Macron sera le président en exercice de l'Union européenne. Notre président Macky Sall sera le président en exercice en février de l'Union africaine. Deux pays qui se connaissent très très bien, deux pays qui ont d'excellentes relations bilatérales. À mon avis, il serait important de réfléchir comment mettre en place et de changer les choses
en cette année Est-ce 2022. que ces questions sont prises en charge par exemple, l'Union africaine, comme la CEDEAO, entre les entités africaines? Est-ce qu'ils prennent en charge ces questions? Oui, parce que nous, notre travail, comme je disais, je vais revenir quelles sont les institutions internationales et les États que j'ai sollicités, avec qui j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler. J'ai saisi Angela Martins, qui est la chef de la division culturelle de l'Union africaine, avec qui on a eu des réunions de travail où on a proposé notre stratégie afin, parce que je rappelle que notre ONG aussi, notre plan d'action a été intégré dans le plan de développement culturel de l'OUA à l'époque, depuis 1998. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, ça doit être vraiment des décisions, des démarches qui peuvent inclure tous les pays africains. Par rapport aux États, dans le même cas, j'ai été aux Nations Unies, où j'ai fait ce plaidoyer-là à l'international. J'ai été à la francophonie, qui est vraiment, quand on parle de francophonie, c'est vraiment l'Afrique, hein, parce que la majeure partie des pays qui parlent français aujourd'hui, c'est des pays africains. Maintenant, j'ai saisi Mme Luce Michikeabo, j'ai rencontré Naxon Gueffan, son ambassadeur qui est à Genève, où on a remis des dossiers pour les sensibiliser. Le président Macron, avec qui j'ai longuement discuté, a accepté d'être l'ambassadeur de ce projet. Mais tout ça, on reste dans le soft power. J'ai été invité il y a quelques semaines de cela par le président Lourenço en Angola pour faire un plaidoyer, pour parler comment on peut développer l'Afrique grâce à la culture. Comment on peut donner un élan culturel international à notre continent par la culture. Il y avait 8 présidents, le président Tshisekedi, le président du Portugal, Costa Rica. Il y avait 8 présidents où j'ai tenu un plaidoyer international pour toujours sensibiliser. Vous savez, Mamoudou, Alassane, autant pour moi, est-ce que ton frère Mamoudou... Est-ce que la question justement culturelle est prise en charge par les chefs africains, réellement? Parce que la culture avant, quand on avait Senghor ici, c'était rayonnant en Afrique. Un peu partout, on a l'impression que la culture n'est pas considérée, elle n'a pas l'ampleur qu'elle avait avant. Bon, pour moi, la question elle est mal posée, parce que si on part du procédé où les chefs d'État sont les protecteurs des arts de la culture, de fait, ils protègent, ils s'engagent pour la culture, ils font des choses. Aujourd'hui, sur le papier, oui. Sur les papiers. Mais on a un musée aujourd'hui international, qui est un musée digne des standards internationaux. Mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des ministères de la culture, leur budget ne dépasse pas 2% du budget national. Ça, c'est un point très important. Par contre, sur ce fait-là, il faudrait qu'on arrive à engager nos États à créer un lien économique. C'est très important. À les expliquer que si vous acceptez de prendre en main le destin de votre patrimoine, derrière, il y a des retombées économiques. Derrière, vos pays peuvent se développer. Derrière, le tourisme peut être boosté. Derrière, la jeunesse peut être conscientisée. La jeunesse peut comprendre réellement quel rôle ils doivent jouer. Parce que si on parle de culture, de restitution et que la jeunesse n'est pas engagée, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une étude sociologique. D'expliquer. Aujourd'hui, moi, en tant que jeune, c'est ce que je fais. C'est grâce à cela que j'ai eu ce trophée pour le Sénégal, où on avait vraiment une dizaine de jeunes qui venaient un peu partout dans le monde, qui venaient d'horizons culturels différents. Mais moi, je parlais de culture, je ne parlais pas de business ni autre chose. Je parlais de culture, je parlais de comment développer l'Afrique par la culture, comment conscientiser nos jeunes, comment réussir à mettre en place un projet fédérateur, comme l'avait fait le président Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, on a l'occasion de le faire. Les dirigeants africains l'ont compris. Moi, j'ai eu des retours très, très positifs auprès de plusieurs dirigeants européens et africains. J'ai aussi saisi le président du Conseil, Charles Michel, parce que je pense que cette question-là n'est pas une question bilatérale, c'est une question multilatérale. Il doit être géré entre les 2 continents, que l'Afrique puisse se regrouper, faire une demande officielle africaine et que l'Union européenne fasse une demande, une réponse européenne et coordonnée. Ils vont se rassembler là en février à l'Union africaine. Ça sera une belle occasion qu'on puisse traiter cet aspect de la culture qui engage la jeunesse dans les années à venir sur cette question-là. Et ça demande aussi de développer quelque part les industries culturelles africaines qui sont très importantes. Mais on voit en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas une réelle volonté de mettre en place ces industries culturelles. Ou bien il n'y a pas une compréhension assez poussée de cette culture. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a effectivement un manque de compréhension. Et pour cela, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place une contre-proposition. D'accord? De dire qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'on a des problèmes d'industrie culturelle, qu'on puisse répertorier. Et ça sera l'occasion, lors de ce forum du patrimoine africain, par exemple, ou bien un autre sommet, hein, parce que la charte de la Renaissance culturelle africaine qui dit à son article 3, il encourage la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. C'est à cette occasion-là qu'on peut se regrouper, c'est à cette occasion-là qu'on peut discuter entre États, parce que je rappelle qu'il faut une volonté politique. Les ministères de la Culture se rassemblent à l'OUA pour en discuter, mais il faudrait vraiment que les chefs d'État se rapproprient cette question-là. Aujourd'hui, on parle tous de dignité, on parle tous d'identité. Partout dans le monde où on voit les bâtisses dans ces pays européens et autres. On sent que ça fait partie de leur patrimoine. Ils en sont fiers.
Il faudrait que nous aussi, qu'on puisse se regrouper et personne ne le fera à notre place. C'est à nous, société civile africaine et États africains, de se rassembler et que les États aient confiance à la jeunesse et que la jeunesse aussi ait confiance aux États pour pouvoir avancer ensemble. Il y a un manque de confiance et une défiance qui est en place. Et pour moi, ça, ce n'est pas la bonne méthode. Oui, ça repose fondamentalement la question de l'éducation. Aujourd'hui, même si c'est l'histoire qui est enseignée à la jeunesse africaine, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de ceux qui ont dominé l'Afrique. Et le subconscient des enfants, de l'imaginaire, est façonné par ces victoires des autres par rapport à eux. Alors que le patrimoine est laissé en rade. Effectivement, j'ai rappelé tout à l'heure, le feu professeur Ibader le disait, c'est-à-dire qu'il faudrait à un moment donné qu'on puisse répertorier, aujourd'hui dire quelles sont nos figures emblématiques, et Thierno Souleymane Baal et tant d'autres, et aujourd'hui de notre jeune génération aussi, de voir quels sont ceux qui se battent pour le continent africain, qu'on puisse parler d'eux, qu'on puisse engager les gens, vulgariser leurs combats, qu'on puisse les connaître, qu'il y ait un sentiment d'appartenance, que la jeunesse puisse se répertorier. Moi je suis un Boïsika, j'ai grandi à Dakar, j'ai été dans les grandes universités en Europe, je suis revenu pour travailler, c'est-à-dire que montrer aux gens, je viens de vos pays, ci dëkk bi laa dëkk fii laa màggee dem naa jàngi ñëwaat naa mais damay xeex pour ñu xàmmee suñu culture. Ça c'est très important de dire ça aux jeunes, de leur dire que c'est pas du affaire de tubaab, du affaire ces gens-là. Mais ça aussi, il y a un travail pédagogique à faire. Il faut que les États puissent rapprocher de la jeunesse, les expliquer que ça c'est pour vous. Tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est pour vous et aussi pas les cantonner. Pas dire ouais c'est des programmes de jeunes, etc. Non, les jeunes aujourd'hui, les grandes choses qui se font, les Mark Zuckerberg, etc., les gens les plus influents de ce monde sont des jeunes. Moi j'ai 30 ans, je suis le plus jeune président d'une ONG aux Nations Unies. Par contre, quand je viens pour changer les choses, je sais que ça ne se fera pas tout de suite. Il faudrait sortir des sentiers battus de révolution et autres, je n'y crois pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'on puisse fixer des étapes, qu'on puisse fixer des jalons et travailler dans le long terme pour y arriver. Ce n'est pas tout de suite qu'on va régler les solutions, c'est avec le temps. Ça demande l'accompagnement des États par rapport à ça, pour cette réussite-là. Absolument, absolument. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle, c'est ce que je connais. Tout ce que je fais, j'avertis tous les États africains. En commençant par mon propre État, l'État du Sénégal. Que ce soit les ministres concernés, on les a rencontrés. Quand on est venu au Sénégal, ça ne sert à rien de vouloir rencontrer le président. On est allé rencontrer les ministres de tutelle de notre projet. On part sur un projet qui a un aspect diplomatique et un aspect culturel. On a identifié les deux ministères qui sont concernés, notamment le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, qu'on a vu, qu'on a rencontré il y a un peu moins d'1 an de cela, pour les expliquer le projet, pour les expliquer qu'est-ce que le Sénégal peut y gagner en organisant cette première édition du Forum du patrimoine africain. On est allé voir son Excellence aussi, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, pour l'expliquer le travail. On a rassemblé tous ces directeurs du patrimoine, du cinéma, etc., pour les expliquer très clairement qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner. On a commencé d'abord par nos pays. Si aujourd'hui d'autres pays nous rapprochent, qui ne seraient pas mécontents d'organiser ce forum, voilà. Il faut effectivement un accompagnement, il faudrait qu'on puisse aller ensemble. Parce que nous, on croit aux États, il faudrait que les États aussi puissent croire à sa jeunesse qui accepte de travailler avec eux. Sali Alassane Thiam, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Afrique Patrimoine, plus globalement du Centre de recherche et de promotion pour la sauvegarde des sites et monuments historiques en Afrique. Que nous parlions avec vous de l'importance de la culture pour le développement de l'Afrique et surtout de la réappropriation des Africains de leur propre culture. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Encore une fois, excellente année 2022 à tout le monde. Merci, au revoir. Thank you.